Il y en a pour qui la vie est simple. Ils attendent 11 ans, dans le placard sous l'escalier, et un matin, une chouette vient leur apporter une lettre qui leur annonce qu'ils sont magiciens. Pour moi, ça a été beaucoup plus pénible. J'ai dû supporter, pendant près de 2 ans, de voir mon grand frère faire disparaître une pièce dans son bras. Je vous explique. Il prenait n'importe quelle pièce, une pièce bien dure empruntée à un adulte, il la plaçait dans le creux de sa main droite et venait frotter sa paume contre le dos de son bras gauche. La première fois, la pièce ne passait pas et tombait sur la table. Il la récupérait et recommençait exactement le même geste, sauf que là, elle rentrait dans son bras. J'étais hystérique. Quand je me replonge dans ces souvenirs, je peux même affirmer que je sentais le métal sous sa peau. J'adorais ce tour. Je voulais le voir et le revoir, je captais rien, c'était merveilleux. Bien entendu, je le suppliais de m'expliquer. Il me disait qu'il avait une petite fermeture éclair au niveau de la peau et qu'il pouvait y glisser ce qu'il voulait. Jusqu'au jour où il m'a vraiment expliqué le geste. C'était comme un deuxième miracle, un moment incroyable dans ma vie, où j'avais vraiment découvert ce qu'était un tour de magie complet. Je pourrais pas vous en dire plus, car il s'agit là d'un secret de magicien. Mais c'est le premier qu'on m'a transmis, et c'est ce jour-là que j'ai pu commencer à devenir magicien. Il existe bien entendu d'autres chemins et d'autres histoires, mais dans tous les cas, devenir magicien n'est pas quelque chose d'aisé. Dans cet épisode de Magicos, nous allons essayer de vous donner quelques pistes pour y arriver. Je suis aujourd'hui avec Alexis de la Fuente. Bonjour. Alors Alexis, tu as 24 ans, tu es ingénieur, et tu as choisi, à la fin de tes études, la magie. Tu es également un des magiciens français les plus suivis sur YouTube, sur ta chaîne Les Avis d'Alexis que tu alimentes depuis des années maintenant, en critique d'objets magiques. C'est ça, c'est bien résumé. Ouais. Alors c'est drôle parce que c'est quand même, à l'échelle des gros youtubeurs, c'est une petite chaîne. C'est dérisoire. T'as 10 000 abonnés, C'est ça. mais elle a une influence significative dans le milieu de la magie parce qu'elle t'a même permis de trouver du travail. Et c'est en partie grâce à ça que j'ai pu trouver du travail, en tout cas alimenter le CV que j'ai proposé quand je suis sorti des études et que j'ai... De ton école d'ingénieur. Exactement. C'est tes parents qui devaient être contents. C'est exactement ça, mais à partir du moment où j'ai rempli le contrat d'avoir le diplôme d'ingé, après, la vie était grande ouverte pour moi, donc j'ai fait mes choix. En fait, j'ai vraiment travaillé 1 mois à la Défense dans une entreprise, et ça m'a pas convaincu, c'était pas le mode de travail et la mode de vie que je voulais adopter, et puis j'ai eu une opportunité grâce, entre autres, à la chaîne, et puis voilà. Ça... Donc toi, t'es devenu magicien plusieurs fois. C'est-à-dire que d'abord, t'as été magicien amateur depuis, je crois que t'es assez jeune. Ouais, depuis 8 ans. Depuis que j'ai 8 ans. Un peu Exactement. Et puis après, on a plusieurs étapes. T'as donc l'amateurisme, donc quand tu fais de la magie à tes proches, à ta famille. Et puis t'as aussi le côté pro, quand tu te transformes en tant que prestataire de service pour derrière faire des prestations rémunérées. Et derrière, j'ai une 3e évolution, entre guillemets, c'est vendre de la magie. Travailler dans un magasin de magie. Dans un magasin de magie, exactement. Nous y reviendrons. Mm-hmm. Donc comment toi tu es devenu magicien quand t'étais petit? La première étape. Je pense que, je sais pas, j'ai pas entendu les autres en parler, mais j'imagine qu'on a tous globalement la même histoire, ou en tout cas la mienne est vraiment similaire à beaucoup d'autres. C'est la boîte de magie quand j'étais jeune, à Noël. La boîte de Patrick Sébastien, donc, tu vois, ça commençait mal. Qui n'est pas magicien. Qui n'est pas Patrick magicien. Sébastien, mais qui a fait des boîtes de magie. Pour la magie. Oui, et c'est vrai. Par contre, ça, c'est important de le dire. Et puis au final, c'est la main dans l'engrenage. Alors la boîte de magie, déjà comment ça se passe une boîte de magie quand on est enfant? Comment on l'a choisie? Est-ce que si on a des auditeurs qui veulent offrir une boîte de magie, il y a des conseils à suivre? Qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire? Est-ce que Benjamin, notre réal, t'as eu une boîte de magie toi quand t'étais petit? Jamais. Et c'est une de mes plus grandes blessures. Ah ouais? Oui, j'adore la magie. Bien sûr. J'ai rencontré des magiciens et tout, mais ils avaient pas des boîtes de magie comme ça qui distribuaient, tu vois. Et il y avait pas un supermarché près de chez toi avec une petite boîte de magie qui traînait et des parents avec un peu de tunasse pour t'offrir ça? Non, je crois que j'ai eu un set de chimiste à la place. Ah putain, ouais. On sentait le biais déjà. Tu auras le set du petit pilote. D'accord. Du coup, pour les boîtes de magie, moi, celle que j'ai eue était ce que mes parents ont fait, c'est ce que tous les parents font quand les enfants sont jeunes, enfin les enfants sont des enfants du coup, c'est d'aller dans une grande surface et récupérer une boîte de magie dans les rayons de jeux de société. Bah en fait, globalement, pas les miens apparemment. Sauf ceux de Benjamin. Mais ça on en reparlera, ouais, mais c'est pas grave. De dire ça. Non, mais en tout cas, ceux qui ont une boîte de magie, je pense que le modus operandi, si on peut utiliser cette formule, c'est vraiment d'aller dans une grande surface et de récupérer une boîte de magie aux côtés des jeux de société. Et pour le coup, c'est bien, et après avec le recul c'est pas bien. En fait, c'est bien pour donner l'intérêt aux gens, et c'est vrai que le problème dans les boîtes de magie vendues dans le commerce, c'est que tu sais, les boîtes, il y a écrit 300 tours dessus, ouais. Et t'en fais 2, et quand t'en fais 2 c'est bien. Et en fait on privilégie la quantité au détriment de la qualité à ce niveau-là, même si dans un premier temps c'est plutôt l'éveil à la magie, et c'est plutôt le côté de s'y intéresser. Donc c'est pas si mal, mais c'est vrai que
tant qu'à faire, si on peut commencer avec des bonnes références, c'est mieux. C'est quoi du coup une bonne référence? Genre je suis parent, j'ai envie d'acheter la meilleure boîte de magie à mes enfants. En fait, l'idée c'est comme tout, hein, quand t'as envie d'acheter une guitare, tu vas pas forcément à Leclerc pour acheter une guitare et pour donner le goût de la guitare à ton fils, même si ça peut donner, toi, ta fille d'ailleurs, il y a pas de sexisme à ce niveau-là. Tu peux. Si, dans le monde de la magie, mais c'est un problème. Oui, ça t'en reparlera, j'imagine. Et ce sera l'épisode 3. Exactement. Mais du coup, non, en fait, l'idée c'est d'aller s'adresser. Il y a des professionnels. Bon, évidemment, je prêche ma paroisse, mais il y a des boutiques de magie et il y a surtout des gens qui s'y connaissent et qui peuvent conseiller. Il y a des gammes de produits qui sont faits par les magiciens et pour les enfants. Du coup, c'est pour ça que je pense que c'est mieux de s'adresser à des gens qui savent de quoi ils parlent. Et quitte à acheter un tour à 15 € plutôt qu'une boîte de 300 tours à 30, bah au moins tu feras le même nombre de tours au final, mais tu auras quelque chose de plus qualitatif et quelque chose qui t'aura déjà donné tous les éléments, ou en tout cas plus d'éléments concrets sur l'apprentissage et sur ce que tu as envie de faire derrière. Donc quand on achète une boîte de magie, à l'intérieur on a plein d'accessoires, et ça c'est un peu donc la suite de la question comment devient-on magicien. D'abord on achète du matériel, mais le matériel de magie qui fonctionne tout seul, il y en a un petit peu, ça existe, ouais. Mais ça n'existe pas sans un bon texte, sans une bonne présentation, et la boîte de magie, j'imagine qu'elle apporte pas vraiment ça. En fait, je le sais parce que je m'en souviens, j'en ai aussi eu, t'as énormément de joujoux, t'as pas grand-chose de conseils, d'explications, et donc c'est vrai qu'on se dit, aujourd'hui il y a des boutiques de magie, donc toi tu travailles chez Magic Dream, c'est ça, qui est une boutique en ligne et une boutique physique, alors qui a subi un accident récemment, la boutique a brûlé, mais vous êtes en train de la reconstruire et vous proposez quand même donc de vendre tout ça, et vous avez donc que des magiciens dans cette boutique qui sont capables de vous orienter. Vous avez souvent des enfants? En fait, c'est vraiment notre cœur de métier de faire de la magie à des enfants. Quand on avait la boutique et qu'on est en train de refaire, on travaillait majoritairement avec des débutants qui venaient voir les tours, et nous, c'était vraiment, parce qu'on est tous passés par là, c'était vraiment notre kiff, si on peut dire, de faire découvrir en fait la magie à des gens qui connaissaient pas, et de la faire découvrir encore une fois proprement avec des bons accessoires, et surtout tout ce que tu viens de dire, le texte derrière. Parce que quand Max, par exemple, fait des démos à la boutique, c'est pas juste il te montre un tour, c'est il te fait vivre une expérience, et c'est ça aussi qui te donne envie, plus que la boîte où t'as 300, comme je l'ai dit, objets à l'intérieur et tu sais pas t'en servir. Donc c'est pour ça qu'aussi l'accompagnement de l'apprentissage, il est important, et derrière, c'est vraiment la plus-value par rapport à ce que tu peux trouver dans la grande surface, quoi. Et toi, t'as donné des cours de magie? Et moi, j'ai donné des cours de magie, exactement. À un enfant? À un enfant. Qui avait quel âge? Qui avait 12-13 ans. Et alors, ça s'est passé comment? Eh ben, ça se passe très bien. Enfin, ça s'est passé très bien. Et en gros, c'est une rencontre, toujours grâce à la chaîne. C'était quelqu'un que moi, j'ai fait mes études à Albi et qui habitait pas très loin. Et du coup, il m'a contacté et il voulait faire de la magie. En tout cas, il en faisait déjà et il voulait apprendre d'autres choses. Et c'est plus le côté émulation mutuelle entre il fait de la magie, je fais de la magie, et donc ça évolue. Enfin, c'était limite pas des cours en fait. C'était plutôt des moments qu'on passait ensemble à se montrer des trucs. Et donc ça faisait évoluer et lui sa magie, parce que évidemment j'avais quand même des bases et un background un peu plus grand que lui, mais derrière moi aussi j'apprenais beaucoup. Donc en gros, tu vas chez la personne et toi t'as préparé ton cours avec le tour que tu veux lui apprendre, donc tu lui fais, et derrière tu lui expliques, et tu lui expliques surtout pas que la technique, mais aussi pourquoi t'as fait ça, pourquoi t'as dit ça, et pourquoi la structure de la routine elle est comme ça. Tu lui donnes des exercices aussi d'entraînement et de travail? Non, moi j'étais très mauvais prof à ce niveau-là, parce que s'il voulait apprendre quelque chose, il l'apprenait par lui-même. Après, moi je lui expliquais la technique, mais derrière c'était à lui de se former. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas aussi d'école de la magie à proprement parler, c'est parce que chacun fait sa propre tambouille en fait. Et derrière, si ça va bien pour l'élève, en tout cas si tu trouves que pour lui ça va bien et que pour lui ça lui convient, il n'y a pas de règle en fait. L'important c'est vraiment qu'il évolue et qu'il apprenne des choses, et puis qu'on passe tous les deux au même moment. Alors dans les moyens de devenir magicien, il y a quand même la transmission, qui est un des biais. Donc tout le monde n'a pas la chance d'avoir un magicien célèbre ou très fort qui va lui apprendre petit à petit sa magie, mais c'est quand même quelque chose qu'on entend pas mal dans le milieu, et surtout à l'époque. Donc là, je voudrais revenir un petit peu sur l'histoire de l'apprentissage de la magie, qui a énormément évolué dans les, je dirais, 20 dernières années, forcément, avec l'avènement d'Internet, qui a quand même tout changé en termes de diffusion du savoir à tous les niveaux, magie y compris. Je pense qu'il y a donc la magie, c'est un art très ancien, qui a quand même toujours été bercé par le secret. Ça, c'est peut-être la pierre de voûte de l'apprentissage magique, c'est qu'il faut pas le diffuser n'importe comment. Mais en réalité, un secret, c'est aussi fait pour être diffusé, donc en tout cas pour être transmis. Donc il y a 100 ans, pour apprendre la magie, c'était vraiment le maître et l'élève qui se transmettaient des choses, des astuces, des techniques, des méthodes, des objets.
et qui parfois emmenaient les secrets avec eux dans leur tombe parce qu'il n'y avait pas forcément les moyens d'éditer ou facilement de diffuser. Il y a une vingtaine d'années, il y a eu 20-30 ans un avènement de la vente par correspondance. Ça, c'est intéressant parce qu'on voit souvent que la vente par correspondance, c'est un peu l'ancêtre d'Internet. Dans tous les domaines, ce qui marchait en vente par correspondance il y a 30 ans, aujourd'hui cartonne sur Internet. Et moi, je me suis beaucoup documenté sur la magie un peu avant ma naissance parce que c'est toujours intéressant de regarder derrière soi. Et j'ai vu des catalogues entiers. Moi, Donc, on va employer un terme technique, c'est le terme gimmick, mais qui est un terme très important. Un gimmick, c'est un objet qui va être spécifique à un tour. Donc, on peut parler d'objet truqué. On peut parler aussi éventuellement d'un objet qui permet de faire de la magie. Voilà, une boule en éponge, par exemple, qui va pas être un objet truqué en soi, c'est un objet qui est quand même conçu pour faire de la magie, donc c'est un gimmick. On va employer ce terme. Et donc, tu avais des marchands de gimmicks qui te permettaient, par correspondance, ensuite de faire ta commande, et qui souvent vendaient d'ailleurs les nouveaux gimmicks de manière un petit peu, parfois presque mensongère. Exactement, ouais. Mais j'en ai eu des catalogues de, c'était qui à l'époque? C'était Climax, Magix, je crois. Magix. Et tous les mois, je recevais mon catalogue, et quand tu lisais les descriptions des faits, parce que t'avais pas de vidéo à l'époque, t'avais une photo et un texte, c'était miraculeux, et t'avais envie de tout acheter. Je faisais des croix à côté des catalogues, je les ai encore à la maison. Et c'est vrai que, comme tu dis, avec Internet, maintenant, on a beaucoup plus accès à, en tout cas, beaucoup plus de choses. Je sais pas si c'est forcément plus intéressant pour les magiciens parce que, au final, on arrive à truquer plus de choses, les vidéos, la façon dont tu vends les choses. Et du coup, c'est vrai que le côté des catalogues était vraiment intéressant, et je pense que ça a un côté vintage qui plairait aussi aux nouveaux magiciens. Sur le côté un peu secret. Exactement, ouais. Ça, tu penses qu'il y aurait moyen Mais ça a été fait. Il y a même des Français de Magical Slate qui avaient fait un magazine qui s'appelle Bullfrog, et c'était vraiment intéressant, et c'était t'avais ce côté vraiment un peu secret de si tu savais pas où tu pouvais l'acheter, tu l'achetais pas, et donc il y a tout ce côté plus vintage, plus le secret qui a fait que ça a bien marché. Ça ajoute de la ludicité en fait à la manière d'acheter. Mais c'est ça aussi qui est intéressant parce que c'est vraiment, on se rend compte qu'au final le tour il est ce qu'il est, mais c'est plutôt toutes les techniques de vente et tout le marketing qui est derrière, même s'il est à l'échelle de la magie, qui est vraiment intéressant et qui, ton expérience d'achat fait que, on dérive un peu, mais fait que il y a une espèce t'as envie de l'acheter alors que c'est pas forcément quelque chose dont t'as besoin. Et c'est aussi ça de devenir magicien, c'est d'être capable d'aller chercher du matériel sans trop se faire avoir. Ça fait un peu partie de l'expérience aussi et de l'apprentissage. C'est le graal ultime de tous les magiciens, malheureusement. Même moi, que ça fait 5 ans, toutes les semaines, j'ai un produit à décortiquer, je me fais encore avoir, quoi. Donc, il y a pas de recette miracle, et c'est avec l'expérience que tu vas apprendre à discerner les choses que tu vas utiliser qui seront utiles pour toi, et des choses que tu n'utiliseras pas du tout, et il faut se tromper pour avancer. Et puis maintenant il y a YouTube. Alors YouTube, ça a été un bouleversement, je pense, dans le monde de la magie quand même, parce que il y a des chaînes, donc il y a différents types de chaînes. Toi, tu as une chaîne dans laquelle tu ne révèles pas de secrets. Non. Tu montres des objets magiques, tu montres le tour qu'on peut faire avec, donc tu montres le tour, et ensuite libre aux gens de les acheter ou non. C'est ça. Pour avoir le secret. Et d'ailleurs, quand on l'achète sur ta boutique, tu fais aussi une démonstration qui est une vidéo qu'on a que quand on a acheté le secret, où tu expliques le secret, souvent en français, parce que les tours en général sont livrés avec des explications en anglais. La majorité des accessoires pour amateurs et professionnels, donc là on est passé de la catégorie enfants débutants qui veulent commencer la magie à amateurs et professionnels, sont majoritairement en anglais. Il y a beaucoup de prod françaises, mais malheureusement c'est dérisoire par rapport à tout ce qui sort en anglais. Donc sur YouTube, il y a des chaînes comme la tienne qui s'adressent aux magiciens, mais qui peuvent sûrement aussi amener des gens à la magie. Et puis il y a des chaînes qui révèlent les secrets. Ouais, et ça, c'est quelque chose à deux, donc avec deux objectifs. Le premier, c'est de l'apprentissage. Tu vas taper le nom d'un mouvement de cartes, par exemple, donc d'une technique de cartes, qui est une technique qui permet de faire de la magie, et tu vas avoir un type qui te l'explique. Alors en plus, qui te l'explique plus ou moins bien, mais qui va te montrer le mouvement. Donc tu vas savoir comment le faire, et tu vas potentiellement apprendre à le faire. Donc là, ça devient quand même un vrai nouveau moyen de devenir magicien. Et ça, c'est plutôt cool d'une certaine manière, parce que tu peux avoir un maître sans avoir besoin d'avoir quelqu'un en direct, sans payer. Ça devient gratuit aussi, parce que je pense que prendre des cours de magie, c'est cher. Et de l'autre côté, t'as des types qui te prennent un tour de magie à la télé et qui pendant 20 minutes t'expliquent pas à pas comment ça marche. Qu'est-ce que t'en penses de ça? C'est vraiment intéressant d'avoir plus de moyens d'apprentissage, parce que moi quand j'ai commencé, mais c'était même il y a pas très longtemps, parce que j'ai 24 ans, j'ai commencé à 8 ans, donc tu fais la différence. J'ai commencé avec des DVD,
Et il y avait pas internet pour le coup. Donc tu remettais ton DVD et t'avais une section restreinte. T'avais vraiment juste ce qu'il y avait dans le DVD que tu pouvais la prendre. Mais tu pouvais pas aller plus loin. On n'a pas parlé, mais c'est vrai, il y a eu entre la correspondance et YouTube la vente de DVD qui d'ailleurs fonctionne VHS toujours. Et c'est DVD. Toujours des DVD. Et c'est toujours VHS des DVD. Et DVD, ouais. C'est toujours des DVD. On n'est pas passé au Blu-ray, je crois. Le Blu-ray, je pense que ça a sauté. Non, c'est le téléchargement maintenant. Oui, maintenant, c'est de la vidéo en ligne. Mais l'achat de vidéo magique. L'achat de vidéo magique, c'est vrai que c'est quand même sans gimmick, truc du qui coup. marche bien. Juste des techniques. Donc en fait, ce qu'on pourrait retrouver sur YouTube pourrait être mis sur DVD, parce qu'au final, c'est des explications, sauf que eux ne les monétisent pas, ou alors d'une façon différente avec les pubs, etc. Mais en tout cas, tu ne payes pas pour y accéder. Et du coup, sur YouTube, c'est vraiment intéressant qu'il y ait beaucoup de ressources à ce niveau-là. Peut-être le problème, c'est qu'il y en ait trop, parce qu'au final, tu te perds. Là où je vais faire mon entre guillemets vieux con à 24 ans, mais là où t'avais un DVD, t'avais 3 techniques. Tu vas sur YouTube, t'en as 15 000. Et le problème, c'est encore une fois, quand tu sais pas où tu vas, sans l'avantage des professionnels, c'est qu'ils te guident sur ce que tu as besoin et sur ce que tu veux apprendre. Et pas forcément sur YouTube, t'es un peu perdu dans le flow de tout ça. Après, les explications sur Internet, il y a vraiment une notion de secret dans la magie qui fait que il y a un esprit on veut rester entre nous. Les magiciens veulent pas trop exposer leurs secrets. Je pense pas que la magie ait subi vraiment du tort depuis YouTube. C'est différent, faut juste s'adapter. Et au final, ça a pu faire naître aussi des vocations. Donc, il y a vraiment faut pas diaboliser cet outil. Après, pour la deuxième catégorie de personnes dont tu parles, où c'est des personnes qui viennent décortiquer un numéro que le mec a mis 5 ans à construire et que le gars dit, alors là, il prend 2 cartes, là, il en cache une. Il y a pas d'intérêt. Il y a pas d'intérêt parce que on se concentre uniquement sur les trucs, et c'est peut-être un peu ça le problème, c'est que pour les gens, la magie, c'est un truc. Et Gérard Majax, quand il faisait son émission, il y a un truc. Le problème, c'est qu'on concentre beaucoup trop l'attention là-dessus, alors que la magie, c'est un art. Et donc, t'as toute la présentation, on en parlait tout à l'heure, tout ce qui enrobe, en fait, le truc, et qui rend la magie. Et du coup, c'est un peu dommage de se concentrer que là-dessus, et je pense que les personnes qui font ça, elles profitent de cette notion de secret qui est vraiment omniprésente dans la magie. Et en fait, c'est un peu dans l'esprit collectif que, il y a un secret, il faut découvrir le secret. C'est pas forcément pour moi ce qui m'intéresse. Après, malheureusement, j'ai l'impression d'être un peu le seul à penser ça, et que les gens veulent savoir le truc, veulent trouver le truc. Mais de plus en plus, quand je fais des prestations rémunérées, les gens me disent, j'ai vu ce que tu faisais, mais tu l'amènes comme ça, et là t'as distrait les gens, etc. Donc il y a vraiment peut-être aussi des mentalités à changer et à faire comprendre que au final, je te donne le truc, je t'explique comment ça marche, je te donne le gimmick, mais tu feras pas la même chose, parce que je te donne un piano, tu sais quelle touche et où, et au final. Vu de l'extérieur, justement, c'est ce que tu es en train de dire. La curiosité, c'est de savoir comment ça fonctionne. Exactement. Quel est le truc. Mais t'as dit une phrase, t'as dit, le type, il a mis 5 ans pour préparer son truc et on le décortique en 2 heures. C'est là où c'est la partie art, en fait. Parce que passer 5 ans pour faire un truc qui va peut-être durer 5-10 minutes sur scène, c'est énormément de répétitions, j'imagine. Et ça, c'est un truc que tu peux pas émuler juste parce que tu connais le truc. Exactement. Donc on n'est pas tous magiciens potentiellement juste en allant dans une boutique de magie. On n'est pas tous magiciens en allant dans une boutique de magie, et c'est pour ça que c'est vraiment un process d'apprentissage qui prend des semaines, des mois, des années. Mais au final, c'est comme ce que je disais, l'expérience va se construire au fur et à mesure de ce que tu vas acheter, découvrir et apprendre. Et derrière, c'est vraiment ton intérêt et la passion que tu vas y mettre, parce que c'est vraiment une passion au final, avant tout, qui va faire que tu vas devenir magicien. Donc, au final, les mecs qui qui dévoilent les secrets ou qui viennent les regarder sur YouTube, ils sont pas magiciens, c'est juste du divertissement, et t'as envie de connaître le truc, quoi. T'as déjà cherché, Benjamin, une vidéo sur YouTube d'un tour de magie que t'aurais pu voir à la télé pour avoir l'explication ? Pas forcément sur YouTube directement, mais il m'arrive de chercher les termes. En fait, quand tu regardes des vidéos de magie, genre d'émissions, etc., t'as parfois les gens qui, dans les commentaires, disent « Ah, alors là, il a fait ça, c'est sûr, c'était cette façon de manipuler les cartes et tout. » Et comme je suis un peu curieux, ça m'amuse effectivement d'aller chercher. Alors parfois, tu tombes sur des forums de magie où c'est hyper expliqué. D'autres, ça reste un peu nébuleux. Tu sens qu'il faut vraiment chercher pour trouver. Mais par curiosité, oui, ça m'arrive. Donc tu vas sortir de cette pièce, s'il te plaît, maintenant. Ça fait un peu partie de l'expérience aujourd'hui, et c'est marrant parce que finalement, on pourrait retranscrire ça dans le monde de la magie. Il nous arrive d'aller à ce qu'on appelle donc des conférences, qui sont en fait une sorte de spectacle donné par un magicien, durant lequel il fait des tours et il les explique, donc avec pour le coup toujours aussi l'explication de l'intelligence derrière le tour, donc c'est très intéressant. Mais en réalité, moi, tous les magiciens que je vois en conférence, ils prennent des notes et compagnie, mais on refait jamais les tours qu'on voit en conférence. C'est un spectacle pour magiciens, et on se délecte de l'explication. On va se délecter aussi de la manière dont la personne a amené tel ou tel mouvement. Est-ce qu'on n'a pas finalement exactement la même démarche que les profanes, comme on dit,
qui vont chercher une explication parce qu'ils ont envie de voir comment ça marche. Pour le coup, non, je pense pas. Je pense que c'est vraiment, ça fait partie de l'apprentissage et de l'expérience de magicien. C'est pas forcément pour apprendre les trucs que tu vas voir les conférences, ou en tout cas, parce que à la boutique à Magic Green, tous les mois, on organise une conférence. Et quand on y va, c'est plus des personnes qui viennent voir la personne parce qu'elles la connaissent ou parce qu'elles ont envie de découvrir sa magie, mais pas forcément pour apprendre les trucs. Plus dans un côté de, comment dire, artistiquement, c'est pour t'enrichir de ce que la personne te propose. Donc, comme tu dis, c'est un spectacle pour magiciens, mais je pense qu'on est loin du découvrir le truc. En tout cas, évidemment, c'est pour des amateurs, pour des gens qui connaissent un petit peu la magie, pour ceux qui vont aux conférences. Et je pense que le côté connaître le truc en conférence, il est anecdotique par rapport à découvrir la personne et découvrir ce qu'elle fait en vrai. Moi, j'aimerais bien voir une conférence où il explique pas les trucs. Ça existe. Il doit faire la gueule un peu. Pour autant, ça permet aussi derrière de te construire tes propres explications et de toi-même booster ta créativité et apprendre autrement. J'ai une question sur ce thème, c'est que moi, par exemple, quand je sais quel est le truc, ça me fascine de le voir faire et de me dire, en fait, je sais qu'il est là, mais je le vois pas. Est-ce que, comme dans les autres arts, on peut être critique de magie sans être magicien? Tu peux être critique de musique sans être musicien, tu peux être critique de cinéma sans être toi-même réalisateur ou réalisatrice, par exemple. Est-ce que pour être critique de magie, il faut absolument être magicien? Parce que tu viens de dire que les gens qui veulent savoir comment c'est fait ou qui aiment regarder et savent que là, c'est particulièrement bien fait, s'ils sont pas magiciens, ça compte pas vraiment? Non, au contraire, je pense que c'est bien. Enfin, moi, je trouve que, vu qu'on fait de la magie pour les gens et pas pour les magiciens, parce qu'il y a deux types de magie. Tu parlais des conférences qui sont de la magie forcément pour magiciens, vu que c'est des amateurs qui y vont, comment on dit, des personnes qui savent pourquoi elles y vont. Je pense que le côté critique de magie sans être magicien, complètement. Si le tour ou si l'expérience que t'as fait vivre à la personne, ça lui plaît. Après, c'est vraiment plus global. C'est peut-être pas forcément au niveau du truc, mais plus au niveau de l'expérience vécue. Et c'est ça qui est vachement intéressant parce que ça peut te remettre en question et derrière penser autrement. Et je pense que les critiques venues d'un public qui est non magicien sont d'autant plus importantes que celles que tes amis magiciens vont plus te donner des conseils sur la technique, alors que les spectateurs qui n'y connaissent pas grand-chose en technique vont plus te dire « Ah là, c'est intéressant ce que t'as fait parce que le côté artistique ressort un peu plus que le côté technique. » Et je pense que les deux sont bons à prendre. Après, critique de magie sans être magicien... Critique de magie, c'est aussi critique de spectacle aujourd'hui. En fait, au final, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de critiques de spectacle qui vont voir des spectacles et qui vont ensuite dire s'ils ont aimé. Moi, je te dirais qu'en fait, t'es vraiment magicien quand t'as compris, pour revenir à la question qu'on se pose, quand t'as compris qu'un tour de magie, c'est bien entendu peut-être du matériel, peut-être de la technique, mais c'est surtout le souvenir qu'il va laisser dans la tête des gens. Et ça, il y a des ouvrages passionnants là-dessus qui te montrent qu'en réalité, ce que tu vas aller chercher, c'est ce que les gens vont raconter sur ton tour. C'est-à-dire, le mec a fait ça, il s'est passé ça, et à la fin, c'était comme ça. Et en fait, c'est peut-être pas ce qui s'est passé. Toi, t'as réussi à lui faire oublier qu'à un moment, t'as fait une petite manipulation. Finalement, peut-être qu'il a pas eu le jeu de cartes en main pendant tout le tour, mais il va certainement pas s'en rappeler. Et ce qui fait que quand il va raconter le tour, ce sera encore plus magique qu'en vrai. À force de le raconter, c'est le souvenir qu'il aura eu, et là, t'auras créé une expérience extraordinaire. Donc, c'est vrai qu'ensuite, quand tu vas juste expliquer, ah, bah, machin, il y a un double fond dans la boîte, ça n'a aucun intérêt en termes de magie. Mais, ça attise une curiosité, qui est en plus assez commune chez les Français. Ce sera le thème d'un prochain épisode. On se demandera pourquoi, d'une certaine manière, les Français sont le pire public qu'on peut avoir en magie, parce que tous les magiciens vous diront tu vas faire de la magie en Asie, les gens hurlent, ils sont ravis, en Afrique aussi, ils sont très réceptifs, mais alors les Français, ils sont toujours là, ils en ont rien à foutre, ils vont être blasés, ils veulent savoir comment ça marche, ils veulent toucher et compagnie. Alors ça montre aussi peut-être la preuve d'un intérêt. D'ailleurs, ceux qui veulent regarder, t'as Julius Dean, qui est un magicien qui fait de la magie beaucoup sur Instagram, donc beaucoup en vidéo, qui a eu une popularité assez énorme, et du coup qui a fait le tour du monde un petit peu avec de la magie. Il faisait des vlogs dans plein de pays, et il a fait un vlog en France, et c'était un flop mais monstrueux, quoi. Il a dit mais jamais je reviens en France, parce que, et je crois que la vidéo tu peux la trouver sur son YouTube, et il l'a laissé quand même, et je crois qu'il l'a laissé parce que tu vois vraiment des réactions françaises, et c'est aussi quand on devient magicien, donc on achète des produits, et comme je disais tout à l'heure, t'as des vidéos. Et t'as des vidéos qui sont tournées aux États-Unis. Par exemple, des trailers, des bandes annonces pour te donner envie. Là où les textes étaient les seules choses avant disponibles, là tu as des vidéos en plus. Et du coup, quand tu vois des réactions,
ça te donne envie d'acheter parce que les mecs crient et t'as envie de faire la même chose, et tu fais ça à tata Simone qui est dans ta famille, qui habite en Picardie, elle va pas crier, quoi. Elle te dit, t'aurais mieux fait de rester ingénieur, quoi. Exactement. Tu sens un petit peu la blessure en moi, mais c'est ça. Mais au final, c'est vraiment la différence de réaction qui est vraiment importante entre les populations. Je me suis intéressé au parcours de quelques grands magiciens. Je me suis dit un peu, alors, comment eux, ils sont devenus magiciens, qu'est-ce qu'ils ont fait avant d'être célèbres. Et bon, on voit quand même des patterns qui se retrouvent, notamment celui du théâtre. Donc, par exemple, David Blaine, qui est quand même un magicien extraordinaire aujourd'hui, qui est vraiment un magicien à part en plus entre le magicien et le sorcier. C'est quelqu'un qui peut se coudre la bouche sur un plateau télé ou s'enfoncer un pic à glace dans la main, et a priori il le fait vraiment. En tout cas, c'est ce qui se dit en interne, et il y a quelques vidéos qui laissent pas trop de doute sur la question. Donc lui, il est entre la magie et le sorcier, mais c'est aussi un très bon magicien qui peut vous faire des tours de cartes formidables. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a eu quand même des vidéos dans les années 2000 qui avaient ensuite été parodiées, oui, et qui sont très très drôles, où t'as un type dans la rue comme ça, et c'est David Blaine, et il est mystérieux, et tout le monde hurle rien qu'en le voyant, et il fait des choses impossibles. Genre, il te dit, appelle ta mère, mais ma mère est morte, appelle-la quand même, elle est vivante. Enfin voilà, des choses comme ça. David Blaine, il a fait une école de théâtre. Ah, d'accord. Voilà, donc lui, il a une formation d'acteur à la base. On a Gérard Majax qui a fait une licence de psychologie. Donc Gérard Majax, c'est plus quelqu'un qui est extrêmement en vue, mais c'est quand même dans la magie française un type qui a eu une importance, en tout cas dans la popularisation de l'art. Luc Langevin, qui est très populaire en ce moment, qui est un magicien québécois, qui a fait des études scientifiques, qui était parti sur un doctorat et qui aujourd'hui dans sa magie a ramené l'aspect scientifique, donc dans ses présentations en tout cas. Quand il vous explique qu'il fait passer une bague à travers une carte grâce à l'effet tunnel, je pense qu'il n'utilise pas vraiment l'effet tunnel. En tout cas, c'est son personnage, et c'est ce qu'il a construit autour. Donc, je pense que l'effet tunnel n'est pas faisable sur Terre, mais enfin peut-être, mais pas à cette échelle-là. Mais en tout cas, son personnage, c'est un scientifique, et c'est vraiment un scientifique. Et Copperfield, alors lui, il est magicien depuis qu'il a 1 an. Non, pas tout à fait, mais il faisait déjà des petits spectacles de magie à 8 ans. Enfin, il était déjà dans le délire très tôt, et il a étudié la prestidigitation à l'université. D'accord. Donc il y avait une école de magie. Alors il y avait en tout cas visiblement une section magie dans son université, dans laquelle ensuite il a donné des cours, vraisemblablement. T'as des anecdotes, toi, de magiciens que tu connais comme ça, qui ont un parcours atypique ? Non, au final, moi j'ai vraiment le côté général de boîte de magie. Faut savoir aussi que les personnes dont tu parles, c'est des personnes qui sont ultra minoritaires dans le monde de la magie. Des personnes qui deviennent vraiment magiciens connus. Des gens qui en vivent. Exactement. Je sais pas si vous savez, mais on se dit souvent quelle est la différence entre un magicien et une pizza. Une pizza peut nourrir une famille. Ah, c'est drôle. Voilà, c'est drôle. C'est drôle. Voilà. Mes parents l'aimeraient, celle-là. Et du coup, en gros, bah oui, c'est vrai, parce que vivre de la magie, en fait, c'est un métier d'intermittent du spectacle, au final. Donc, après, les cachets sont plus ou moins gros par rapport à toi, tes clients et ton réseau. Mais là, ce que tu parles de magiciens qui sont quand même, qui sont assez atypiques et ultra minoritaires dans le monde de la magie. Moi, c'est vrai que j'ai plutôt l'image du magicien qui a commencé avec une boîte de magie et puis qui derrière en a marre de son métier, qui se lance pro et qui est maintenant... Et ça, c'est intéressant. C'est quand même à un moment une passion qui devient un métier. C'est ça. Et ça, c'est plutôt récurrent, sachant qu'il n'y a pas de formation de magie. Alors, si, on peut quand même en parler, c'est tout jeune, mais je pense qu'on peut pas faire l'impasse dessus. Depuis quelques semaines, il y a une formation Bac+2 prestidigitation qui a été proposée en France, qui a reçu un RNCP, donc la reconnaissance d'un titre. On n'a pas encore beaucoup d'infos sur cette formation. Pas tellement de retours non plus. Pas beaucoup de retours. Bon, alors dans le milieu, évidemment, ça a été très controversé parce que la magie, ça ne s'apprend pas et tout, mais bon, finalement, ça peut quand même être quelque chose d'intéressant de voir qu'aujourd'hui, tu peux avoir une formation de magicien. Est-ce que c'est ça qui fera les magiciens de demain ? C'est pas sûr. C'est aussi des formations en formation... pendant que t'es professionnel, tu sais, t'as droit à la formation, bon, ça te permet d'avoir des crédits comme ça. Et c'est quand même un signal faible intéressant concernant la professionnalisation du secteur après une traversée du désert où il n'y avait plus beaucoup de magie en France pendant 20 ans. Là, c'est de retour. Est-ce que vous, au magasin, vous avez remarqué comme ça qu'il y a de plus en plus de magiciens ? Pas forcément. Enfin, moi, c'est vrai que ça fait que 8 mois, 9 mois que j'y travaille, donc c'est pas forcément quelque chose que j'ai pu constater. Par contre, je sais que il y a de plus en plus de débutants, en tout cas, de personnes qui s'y intéressent, et pas forcément des enfants.
Ça peut être il y a des gens dans la boutique qui rentrent, qui ont 35, 40 ans, et qui disent, j'ai vu un truc à la télé, et j'ai envie de me lancer là-dedans, qu'est-ce que je peux faire? Et du coup, nous, c'est notre conseil de pouvoir dire, bon, bah, tu peux regarder cette vidéo, tu peux acheter tel truc, et derrière, c'est intéressant de voir que je pense que le profil des gens qui commencent à s'intéresser à la magie et c'est pour ça que l'école est de plus en plus et de plus en plus au centre des discussions, c'est que c'est plutôt des adultes, des jeunes adultes ou même des adultes qui s'intéressent et qui découvrent que c'est plus tellement quelque chose d'enfantin pour les enfants, et du coup le profil change. Alors là j'ai une question pour vous en tant que vendeur de trucs. Est-ce que si demain il y a un type complètement débutant ou disons même profane qui arrive dans la boutique et qui dit j'ai vu ce tour à la télé, est-ce que vous l'avez? Qu'est-ce que vous faites? Ça dépend combien le tour coûte. Cher. C'est un tour non, à 3000 balles, quoi. Pas du tout. Non, par contre, lévitation de colombe. C'est une lévitation de colombe. Voilà. Donc la colombe, déjà, c'est mort, normalement. Ça vole. Ça vole aussi. Et oui. Et du coup, non, en gros, ça existe. Il y a des gens qui viennent et qui disent, j'ai vu Gus faire la magie sur TF1 hier soir, il a fait ça. Mais c'est pas forcément des profanes. Après, si un profane arrive, déjà, on va s'intéresser à son niveau. T'apprends pas, j'ai pas les références en musique, donc je pourrais pas te faire la comparaison, mais t'apprends pas une symphonie hyper compliquée, un mec qui dit, je l'ai écouté hier, est-ce que je peux la rejouer, quoi. Non, on s'intéresse vraiment à son niveau, et derrière, on lui conseille des choses qui sont adaptées, parce que lui, il a pris l'intérêt de ce tour-là, mais c'est pas forcément peut-être qu'il a vu que ça, au final. Donc on va lui montrer des choses, et derrière, on va voir ce qui lui plaît, et ce qu'on peut lui conseiller en fonction de son niveau. D'accord. Après, il y a des gens qui disent, je veux ça. On leur dit que c'est pas bien, ou en tout cas que c'est pas adapté à eux, et je veux ça. Bon, on leur vend. Après, nous, on va pas empêcher une vente, mais on essaye quand même de conseiller, parce qu'au final, si on conseille mal et qu'on lui vend quelque chose à 3000 € qu'il utilisera jamais, il reviendra pas. Et au final, nous, on cherche vraiment des clients qui s'intéressent et qui peuvent derrière devenir des magiciens amateurs et pourquoi pas professionnels, et du coup qui viendront chercher le conseil. Alors pour conclure, si on veut devenir magicien et qu'on écoute Magicos avec cette idée, cette envie, déjà on a bon goût, on écoute du très bon podcast. Qu'est-ce qu'on fait? La première étape, si on veut découvrir ou faire découvrir à un enfant, on va plutôt dans un magasin de magie chercher des tours pour enfants. En tout cas, on va chercher du conseil autant que possible. On évite le supermarché, on évite Internet dans un premier temps si on a la possibilité dans un magasin près de chez soi. Après, ça peut être aussi, ça peut être aussi le côté l'emmener à un spectacle. Le goût de la magie, il commence pas forcément par l'achat ni le conseil, mais peut-être aussi par l'éveil à la magie, et pourquoi pas aller voir un spectacle pour enfants, aller voir un arbre de Noël, et derrière, si l'enfant a un goût pour ça, là on passe sur un arbre de Noël, c'est un spectacle à Noël autour de la magie, c'est un terme un peu... Enfin non, un arbre de Noël, c'est un spectacle qui est organisé en fin d'année par des entreprises, et souvent il y a des magiciens. Toi, t'en as fait? Et moi je fais pas. La magie pour enfants, c'est très compliqué. C'est vraiment un métier à part entière, et je respecte déjà les enfants, c'est très compliqué de base. Et la magie pour enfants, quand tu vois comment les adultes cherchent à trouver le truc, qu'ils ont quand même un certain contrôle et qui sont dans la retenue. Alors t'imagines des enfants qui crient, etc. C'est vraiment un métier qui est compliqué. Alors moi, j'en ai fait. Ouais. Quand j'étais tout jeune magicien, justement, j'avais 14-15 ans. Et on achetait beaucoup de tours. Enfin, ma mère achetait des tours, comme c'était elle à l'époque qui tenait les rênes financiers de la famille. Et forcément, car j'étais collégien et donc je ne rapportais pas énormément d'argent au foyer. Mais donc elle m'achetait plein de tours, et à un moment elle m'a fait, là franchement, on claque de la thune à mort dans tes tours. Tu passes tes heures devant ton miroir là à faire tes machins. Va faire des spectacles. Alors moi, je me suis décomposé, elle m'a poussé à le faire, elle m'a poussé à mettre des petites affichettes chez la boulangère et compagnie, et j'ai fait des anniversaires, et ça s'est très bien passé. C'est-à-dire que j'avais mon plan, et en fait, les enfants étaient plutôt cool. Tu vois, c'est une bonne expérience. Je pense que c'est une bonne expérience. Après, pour en faire un métier, et que tous les samedis, t'aies envie d'aller voir 30 enfants à qui tu vas faire un spectacle, et à force, avec l'expérience, je suis sûr que c'est très bon. Mais c'est pour moi le début, la transition entre magie pour adultes, que je fais beaucoup, enfin pour adultes, pour tout le monde globalement, mais à la magie pour enfants, c'est vraiment un public qui est compliqué et qui, à gérer, je trouve, par mes petites expériences, font que moi, c'est pas pour moi. Et du coup, voilà, spectacle, après conseil en boutique, et puis après, à partir du moment où tu t'y intéresses un petit peu, tu as le bras dans l'engrenage et tu sauras aller chercher de par toi-même sur Internet. Je me rappelle, j'ai été sur des forums sur jeuxvideo.com. T'avais un forum sur le paranormal et la magie, parce que c'était un petit peu mélangé. Ça c'est très bien de mélanger le paranormal et la prestidigitation, on adore. Parce que c'est le cas, en fait. Et du coup, et je me rappelle dès que ça je me rappelle du pseudo sur du mec. Jeuxvideo.com, paranormal, magie et harcèlement. C'est nos 3 thèmes de prédilection aujourd'hui. Et j'avais rencontré
des personnes sur MSN et on se parlait et on échangeait et c'était les premières prémices de mon apprentissage. Et donc, ça peut être aussi, sur Internet, il y a des choses à prendre et des choses mais à partir du moment où tu t'intéresses et puis que tu trouves les bonnes références, les bonnes personnes, ça peut être vraiment intéressant aussi. Donc une fois qu'on a le pied dans l'engrenage, sans vouloir faire de la pub malvenue, mais c'est la vérité, c'est peut-être pas con de regarder des critiques de gimmicks comme celle que tu fais, où toi t'es plutôt honnête, tu vas dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est dur, ça c'est facile, ça va vous demander du travail en termes de présentation, parce que c'est un tour un peu compliqué. Ça c'est une bonne idée d'aller quand même chercher au lieu d'acheter compulsivement. Là pour le coup c'est vraiment pour les amateurs éclairés quoi. Si on veut prendre des cours de magie, moi j'ai pas trouver un maître. Alors tu as Bernard Billis qui donne des cours de magie tous les samedis. Bernard Billis qui passait au plus grand cabas du monde. Le plus grand cabas du monde c'est terminé. Et qui est, j'ai commencé à apprendre avec lui, mais en DVD. Ouais, et si j'avais Billis, c'est une référence. C'est une référence. Il y a quelques magiciens comme ça qui sont un peu références dans le milieu. Et du coup, tu peux prendre des cours avec lui. Il a plusieurs groupes de niveaux. C'est pas donné, mais c'est pas excessivement cher. Combien par ça rapport. Coûte je crois que c'est 500 € l'année, à raison de tous les samedis. Sauf vacances scolaires. Oui, ça va. Mais c'est des groupes. C'est des groupes et c'est pas, voilà. Après, tu peux, si un magicien, il a fait de la magie à l'anniversaire de ton papa ou autre, tu peux le contacter et potentiellement, il pourra donner des cours. Tout magicien que toi, t'as apprécié regarder est potentiellement un bon professeur. C'est pas forcément le cas, mais c'est potentiellement un professeur. Question peut-être un peu plus compliquée, mais si demain, j'ai envie de devenir l'élève d'un grand magicien, comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a une méthode? Est-ce qu'il y a des moyens de les approcher? Tu m'envoies un mail? Ouais. Non, en fait, non, je sais pas. Je sais pas. Tu pourrais essayer de les contacter leur boîte de prod, leur directeur. Mais je suis pas même. Alors pas moi, convaincu. je dirais plutôt parce que c'était une question que je te posais, mais j'ai quand même un petit bout de réponse. Il y a des rendez-vous de magiciens secrets qui se font un peu dans Paris à certains endroits quand tu te renseignes un peu et de toute façon tu obtiens vite ces infos-là quand t'es dans le milieu et là potentiellement tu peux aller rencontrer des magiciens et éventuellement tu peux les impressionner et essayer de devenir leur élève. Mais souvent moi ce que j'ai entendu c'est que c'est le maître qui dit toi tu m'intéresses, viens là je vais te montrer quelques trucs. Exactement. Donc mais on là est encore dans une tradition là un peu de... Ouais, mais parce que c'est très spécifique ce que tu demandes. C'est vrai que voir des grands magiciens dans ces rendez-vous-là, c'est pas non plus quelque chose qui arrive tous les jours. Mais les auditeurs de Magicos, ils sont pointus et ambitieux. Ah bah s'ils veulent venir. Je sais que ça va être, je veux être l'élève de David Blaine ou rien. Ah oui, d'accord. Voilà. Ah oui. Par exemple, là, je pense à Nicolas qui nous écoute et il m'avait dit ça. C'est David Blaine ou merde. D'accord. Voilà, okay. pour être même. Bah après, c'est bien d'avoir des ambitions, mais c'est vrai que c'est compliqué. D'accord. Donc c'est quand même aujourd'hui pas si facile d'accéder au savoir-faire des plus grands en magie, malgré YouTube, malgré les DVD. Non. La magie qui s'est démocratisée ces dernières années. C'est plus le côté réunion entre amis qui fait que tu vas évoluer plutôt que apprendre les secrets auprès d'un maître. Là, c'est un peu, même si ça existe encore, c'est assez minoritaire. Et là, c'est plutôt le côté groupe d'amis qui se montrent des choses et qui évoluent ensemble. J'ai une question de plus pour vous quand même, parce qu'on parle depuis tout à l'heure de comment devenir magicien, mais comment on devient un bon magicien? Je vais répondre parce que je pense pas que Guillaume soit le mieux placé pour. En gros, y a pas forcément. En fait, c'est artistiquement parlant, c'est compliqué de juger les niveaux d'un magicien parce que quelqu'un qui peut être très mauvais en technique peut te faire vivre une expérience magique hyper intéressante parce qu'il a un personnage, parce qu'il a un texte, parce qu'il a une structure derrière qui est vraiment intéressante. Bah pour devenir un bon magicien, je pense vraiment qu'il faut beaucoup bosser. C'est le premier truc. Moi, j'ai toujours vu. On bosse énormément, on bosse aussi pas mal tout seul, donc on s'entraîne devant son miroir, on s'entraîne devant une caméra pour ensuite regarder sa prestation, et puis on met pas tout sur la technique, on pense beaucoup au texte, on pense beaucoup à justifier. On en discutait il y a encore quelques jours avec un de nos amis qui nous disait en fait la manière de justifier un mouvement, c'est ce qui va faire que le mouvement au final sera invisible et donc sera magique. Donc on pense à la justification, on pense au tour complet comme ce qu'on appelle donc à la fin une routine, c'est-à-dire quelque chose qui commence et qui se termine et où chaque mouvement est justifié et en général le texte tu le sais quasiment par cœur. Voilà. Et je pense que c'est quand t'as fait ce travail sur toi à te dire qu'est-ce que je vais laisser comme souvenir à mon spectateur que t'es un bon magicien. Et c'est surtout quand les gens vont dire le mec est un bon magicien. Exactement, quoi. C'est quand les gens le disent. T'as des gens qui ne font absolument aucune technique, qui sont des grosses quiches en technique, et donc les magiciens entre eux vont dire « Oh, c'est un naze ». En fait, le mec, il gagne un pognon monstre et il fait rêver des gens tous les matins au petit déjeuner des Novotel, quoi. C'est possible. Ouais. Bah merci beaucoup Alexis. Merci à toi. C'était très intéressant. J'espère. Si on veut te retrouver, donc c'est plutôt chez Magic Dream pour les profanes. Si vous voulez me qui voir. pourront te rencontrer, éventuellement te demander des conseils pour débuter. Ou, Max aussi, si jamais ils sont à la boutique. Max est un très bon vendeur. Je mets l'accent là-dessus parce qu'il est
il est incroyable. Même moi, Paris. connaissant la magie, il me fait vivre des trucs qui sont vraiment bien. Vous êtes au niveau de la Tour Eiffel. À et côté de la Tour Eiffel. Quand on est ailleurs en France, il y a des magasins de magie dans à peu Exactement. près toutes les grandes villes. Et puis nous, on a un groupe Facebook, enfin on a une page et un groupe Facebook. Donc on a une page Facebook pour tout le monde au final, pour promouvoir des produits, pour promouvoir des lives. On fait des vidéos, etc. Et on a un groupe sur lequel on montre des choses, un groupe secret dans lequel il y a un petit formulaire pour rentrer. Donc les amateurs normalement éclairés savent y répondre. Et derrière, ça leur permet de voir vraiment comment fonctionnent les trucs. Donc ils voient les secrets. On montre les secrets parce qu'on considère que au final, quelqu'un qui est éclairé avant achat sera plus content de son achat par la suite. S'il sait ce qu'il achète, au final, il pourra pas se le fabriquer, pas se le faire, mais au moins, sa démarche, son processus d'achat est quand même... Il sait où il va. Exactement. Il y a aussi le forum Virtual Magie, C'est ça. qui est un forum très ancien. Alors ça, c'est drôle. C'est vraiment un des premiers sites internet francophones qui a vu le jour je crois qu'il y a 20 ans. Donc c'était pas si évident à l'époque. Donc c'est un forum sur lequel il y a plein de magiciens et il y a pas mal de conseils. Il y a pas mal. C'est un bon endroit pour rencontrer des magiciens quand vous en connaissez aucun. Et il y a une partie de ce forum qui est réservée aux initiés. Et pareil, pour rentrer dans la partie de ce forum qui est la chambre des secrets, où on va parler technique, où on va parler secret, il faut être éclairé et validé par un administrateur. Exactement. Donc là encore, on va retrouver, même sur Internet, toujours ce secret. C'est ça. Il y a toujours, en fait, ça s'ouvre de plus en plus. Mais je pense comme à l'époque, au final, il y a toujours, si un tel connaissait un tel et qu'il le faisait rentrer dans le groupe, c'était juste réel parce que tu rencontrais les gens, c'était pas sur Internet, mais ça reste cette notion de partage et d'échange qui est quand même, exactement. Ça reste quelque chose d'assez présent dans la magie. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions, de nous avoir éclairé sur comment devient-on magicien, et puis ensuite ce sera à chacun de faire son chemin. Merci Benjamin pour tes interventions. Mais je t'en prie. À bientôt. Ciao, ciao, ciao. Vous venez d'écouter Magicos, un podcast produit par Slate.fr. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à nous lâcher de très grosses étoiles. Si cet épisode vous a déplu, laissez un commentaire négatif sur la page TripAdvisor du Starbucks de l'aéroport de Nice, j'irai les lire. Retrouvez tous les épisodes de Magicos sur Slate.fr et sur vos plateformes de podcast préférées.